Bienvenue sur Génération Liée, un podcast de Peuple et Culture. Pour faire simple, Peuple et Culture, qu'on appelle aussi PEC, c'est un groupe d'associations réparties partout en France. Notre but ? Promouvoir une éducation qui ne s'arrête pas à l'école, mais qui continue tout au long de la vie. Chez PEC, on pense que tout le monde devrait pouvoir exprimer ses opinions et être acteur et actrice de la vie démocratique de manière égale. Pour ça, on propose aux gens de développer leur esprit critique à travers des activités éducatives, culturelles, artistiques et même des rencontres de jeunes. Ces idées sont au cœur de Peuple et Culture depuis sa création, il y a 80 ans, quand d'anciens résistants ont misé sur l'éducation pour reconstruire la société après la guerre. Ce podcast vise à interroger différents sujets, comme la montée de l'extrême droite, l'interculturalité, l'inclusion, la place des femmes et les enjeux écologiques qui portent depuis longtemps et portent encore les travaux de nos assos. Ainsi, des personnes de tout âge, de toute génération se succéderont au micro pour échanger sur ces sujets parfois complexes, en partageant leurs points de vue et leurs expériences. Rejoignez-nous pour échanger et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, je suis Sonia en service civique à l'Union Peuple et Culture et je suis aujourd'hui avec Séba et Nina pour que l'on discute ensemble de la notion d'interculturalité, pour qu'on s'interroge aussi ensemble sur la façon d'appréhender les rapports de domination lors d'échanges interculturels et tout ça pour penser peut-être une interculturalité plus critique. Et ça prend sens aussi dans Peuple et Culture puisqu'il y a tout un secteur international avec une coopération franco-allemande depuis très longtemps et qui s'ouvre aussi à d'autres territoires. Mais donc je vais vous laisser vous présenter plus en détail aussi pour les auditeurs et présenter un peu ce que vous faites, ce que vous avez fait. Je m'appelle Nina Guilherme, j'ai travaillé à Peuple et Culture comme chargée de mission internationale entre 2013 et 2016 et avant j'ai travaillé comme animatrice et formatrice aussi pour Peuple et Culture. Donc ça fait déjà un petit moment et maintenant j'habite à Amsterdam et je travaille actuellement comme chargée de projet diversité et inclusion dans la municipalité d'Amsterdam. Et moi, je m'appelle Séba Maas, j'habite en Neuruppin, la plus jolie ville d'Allemagne, c'est près de Berlin. Peuple Culture, pour moi, c'est super important parce que, comme moi, j'avais 18 ans, je faisais mon premier stage franco-allemand et c'était avec une entité de Peuple Culture à Annecy. Et avec eux, on a fait un programme sur l'écologie des Alpes. On était un groupe des Allemands, un groupe de Français. On a vécu ensemble une semaine, on a essayé de faire un programme. Et je dis essayer parce que on n'avait pas de traduction et il y avait personne qui pouvait parler d'autres langues. Alors ça, c'était toujours un peu une situation bizarre, inconnue, intéressante. Et pour moi, c'était un moment clé et je suis resté travailler dans cette idée de travailler avec l'inconnu et voilà. Après, je faisais un stage à Peuple Culture, c'était en 94, travailler chez le partenaire à Montpellier à l'époque et c'était pendant mes études. Et je suis retourné et on a créé une association interculturelles Netzwerk, réseau interculturel, en 96. Et depuis, je travaille dans les échanges interculturels, beaucoup avec l'OFAGE, alors bilatéral, trilatéral, mais aussi avec d'autres sources de finances comme l'Europe ou Erasmus et voilà, d'autres sources de finances. Donc merci pour vos présentations. On va pouvoir passer un peu sur une première partie où on va discuter un peu de l'évolution de la coopération franco-allemande et de la mobilité interculturelle. Donc je voulais qu'on revienne un peu ensemble sur les enjeux historiques et actuels de la coopération franco-allemande. Pourquoi ça a été créé ? C'était quoi l'importance à l'époque de créer cette coopération ? Et c'est quoi les enjeux maintenant, selon vous ?
Je vais commencer de manière aussi un peu personnelle parce que le déséquilibre entre les deux histoires, je vais essayer de le compenser avant d'aller au franco-allemand. Donc du coup, pareil, comment on tombe dans le franco-allemand alors que moi je suis née donc dans le sud de la France. J'ai eu quand même allemand à l'école et là il y avait déjà une différence entre les étudiants, enfin les élèves qui allaient prendre de l'allemand étaient considérés comme un peu élitistes et les autres qui avaient espagnol en deuxième langue moins. Donc du coup ça a fait une différence de comment est perçu en fait le franco-allemand de ma manière quand j'étais jeune. En fait souvent on tombe par hasard dedans. Moi j'ai connu donc mon prédécesseur Jean-Luc Menu qui a été un très longtemps un collègue aussi à Zéba, qui a travaillé je pense pendant une vingtaine, peut-être plus, trentaine d'années dans le franco-allemand. Donc je le connaissais via ma copine à l'époque et qui disait mais est-ce que tu veux venir faire un voyage au Kosovo? Alors vous allez me dire mais quel est le rapport avec le franco-allemand? C'est que du coup l'OFAJ, enfin l'Office franco-allemand pour la jeunesse, subventionne des échanges entre trois pays, donc France, Allemagne et là c'était le Kosovo et ils cherchaient des participants à cette aventure. Et c'était la première fois que je rentrais en contact avec le franco-allemand, en tout cas les échanges franco-allemands. De là, en fait, il y a eu une espèce de révélation en disant mais en fait c'est génial parce que du coup tu mets des personnes de cultures différentes. Surtout que l'Allemagne, j'avais des a priori, j'aimais pas l'Allemagne, hein, il faut être clair. J'avais tous les a priori de la Seconde Guerre mondiale. J'avais pas une attraction spécifique pour l'Allemagne. Et à partir de ce moment-là, où on a été en contact avec des participants allemands, mais aussi ce tripartisme où en fait il y a aussi un autre regard, donc tiers, d'un autre pays. J'ai énormément aimé au début, puis c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Et moi, je ne vais pas parler de toute l'histoire franco-allemande parce que c'est un peu bizarre, mais et en plus c'est long et très sanglant. La création de Peuple et Culture, c'était aussi une histoire de résistance, de gens qui ont pris la parole et ont pris surtout de la force pour se combattre contre les Allemands, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Mais tout de suite après la guerre, mais il y avait des gens intelligents qui ont dit il faut arrêter que les peuples se battent toujours et on doit commencer avec la jeunesse, avec les jeunes. Il faut faire de rencontres avec les jeunes. Mais il y a des gens qui ont tout de suite, même avant la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui ont commencé à travailler avec le peuple de plusieurs pays, pour aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que notre génération peut faire de ces époques-là, pour donner aussi un aspect politique important dans ce temps-là. Et les gens à l'OFAJ me disent toujours que Peuple et Culture, c'était une des associations importantes aussi pour la création de cet office, comme quelques autres associations aussi de l'éducation populaire en France. Et je trouve que c'est quand même une trace et une volonté très importante aussi à garder à l'intérieur de Peuple et Culture. C'est quelque chose de super important. Après, c'était possible de travailler avec une troisième partenaire, comme Nina vient de dire, mais le Kosovo, le Maroc. Aujourd'hui, c'est même possible de faire en 4 nationales, en 4 parties, toujours avec cette idée de réciprocité. Ça veut dire que mais on fait un échange dans chacun de ces pays pour voyager, pour regarder, pour être accueilli, mais aussi pour accueillir les gens, pour montrer un peu de réalité sur place. Je trouve que c'est ultra important, quoi. Et du coup, oui, je voulais savoir s'il y avait un peu une évolution du coup des publics qui sont ciblés par les actions et des activités qui sont proposées lors des rencontres. Est-ce que vous en avez vu une? Je reviens sur cette histoire de franco-allemand. Ce que je constatais à l'époque, c'était considéré comme élitiste. Aussi, il fallait aussi avoir de l'argent et du temps pour aller voyager ailleurs, hein. Et donc du coup, je sais que à l'époque, c'était aussi beaucoup les questions comment on peut apporter cette expérience de l'interculturel en sachant que ça demande aussi beaucoup à des gens qui sont moins favorisés. À l'époque, on appelait ça les JAMO, c'était un terme horrible, je sais pas si ça a changé entre-temps. Ah, toujours pas. Bon. On voit l'évolution. Donc il y a 10 ans, on appelait les jeunes avec moins d'opportunités. Et donc du coup, qu'est-ce que ça comprenait dans cette définition? En fait, c'était très vaste, mais ça s'est quand même beaucoup focalisé sur les personnes venant des banlieues en France, ou alors des personnes qui sont
entre guillemets défavorisés, mais je sais pas si la réflexion, à l'époque, elle était encore très très superficielle, parce qu'on touchait quand même un peu les mêmes publics, sauf si ça venait via des associations de papéculture. Quand je pense à l'école de la deuxième chance, ou des publics qui étaient en fait déjà dans des associations de papéculture et qui partaient en groupe. Mais quand c'était des inscriptions individuelles, on touchait majoritairement quand même des étudiants ou des personnes, des jeunes professionnels qui étaient déjà intéressés. Je suis très curieuse, je ne sais pas si tu as vu une évolution par rapport à ça. Oui et non. Je pense que tu as déjà dit deux choses super importantes. C'est, si nous, on fait une rencontre de jeunes en recrutement ouvert, ça veut dire on cherche des participants avec notre site web et avec le le Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a la majorité, il y a de jeunes femmes qui 18, 22, qui s'inscrit pour une rencontre, je sais pas, de théâtre, et c'est très bien. Je trouve c'est très bien. Mais il y avait cette volonté politique très forte aussi du ministère de dire mais il faut ouvrir un peu le public, nos publics pour participer à des échanges internationaux. Nous, on a dit, mais on a déjà fait parce qu'on travaille aussi avec des groupes fixes. On travaille avec des groupes qui sont déjà constitués, qui travaillent, comme tu dis, sur une école de deuxième chance, qui font un stage, je sais pas, quelque part, qui font une formation professionnelle et qui, eux, ils n'ont jamais eu l'occasion de voyager. Et c'est pas que voyager, mais c'est aussi d'avoir cette expérience de se confronter avec l'autre, avec d'autres cultures, quelque chose qui est complètement différent de quotidien et ça avec des pédagogues qui sont là pour accompagner. Et aujourd'hui, mais tu as dit aussi que la définition de l'OFAGE, par exemple, pour JAMO, jeunes avec moins d'opportunités, est très vaste, et c'est bien comme ça, parce que si tu regardes bien, mais je vois la situation des étudiants, aujourd'hui, en Allemagne, mais aussi en France, mais ils sont peut-être une formation un peu plus, haut, à une université, mais ils sont vraiment en galère pour survivre parce que avec tous les prix qui sont super hauts, avec je parle le coût de loyer et tout ça, mais ils ne sont pas l'opportunité comme c'était encore 10 ans ou 15 ans, mais de passer toute l'année aussi en voyage privé. Mais pour eux aussi, aujourd'hui, je pense on peut aussi donner un cadre pour travailler au niveau international. Mais je pense qu'il faut viser les deux et en plus, c'est une volonté des associations et je sais de Peuple et Culture aussi de nous de volonté un peu les deux. Par exemple, nous, si nous on fait un recrutement ouvert et on écrit séjour de théâtre, mais comme je disais tout à l'heure, il y a normalement beaucoup de jeunes femmes qui ont envie de participer. Mais là, depuis 2 ou 3 ans, mais on donne cette pub aussi avec, à un groupe, un très grand recrutement de réfugiés qui viennent d'Ukraine. Et là, de plus en plus, beaucoup de problèmes d'intégration et de trouver une place dans la société en Allemagne. Et l'interculturalité, en ce cas-là, peut aider aussi à cette situation. Alors, comme je disais avant, je vois les deux. Il y a une évolution, mais en même temps, je pense nos associations on vise déjà le public comme ça. Puis il y a la question de la langue aussi, je pense que la plupart des gens qui ont une peur aussi de faire ce genre d'échange, parce que du coup, il y a cette idée qu'il faut parler anglais ou il faut parler une langue commune, alors que justement ces échanges-là, on a toujours des traducteurs, et ça c'est vraiment spécifique à l'OFAGE, alors que d'autres échanges au niveau européen filtre déjà énormément les personnes parce qu'il faut être quasiment bilingue en anglais, alors que c'est pas du tout inclure des personnes qui sont qui ont pas appris l'anglais. Et ça c'est quelque chose que les FAGE ou en tout cas les associations on honore en tout cas. Ça c'est hyper important je pense, et du coup aussi pas que la langue, la traduction, mais aussi l'animation linguistique, les jeux pour aussi faciliter en fait l'apprentissage de la langue, mais aussi l'échange en dehors de quelque chose même de l'ordre de la raison, mais aussi à travers des jeux, à travers le mouvement, à travers plein de manières en fait de se rencontrer sans la barrière de la langue. Je pense aujourd'hui c'est au niveau des finances c'est presque impossible de proposer un échange gratuit. Alors on demande toujours un petit prix, une participation aussi financière.
Mais je sais que nos associations sont super souples avec ça et très souvent on amène aussi, parce qu'on a envie d'amener les gens aussi qui ont pas beaucoup d'argent, même pas du tout, qui payent pas, mais on donne cette opportunité. Ça, c'est aussi un de bases, je pense, de notre collaboration depuis toujours, quoi. C'est pas l'agent qui donne un obstacle pour participer à un échange. Ouais. Il y avait justement la question un peu des enjeux et des obstacles aussi à l'ouverture de la mobilité. Tu avais abordé le fait que ça s'ouvre aussi à d'autres territoires avec 3 parties au lieu de 2. Est-ce qu'il y a eu des obstacles aussi à l'ouverture de cette mobilité à d'autres personnes ou à d'autres territoires justement? Enfin, je sais pas, parce que nous, on travaille toujours en partenariat. Hein, pour nous, c'est aussi une base super importante. C'est pas que Peuple et Culture a envie de faire un stage, je sais pas, en Maroc, il va là-bas et fait quelque chose. Non, mais il faut qu'on cherche et on trouve surtout une association avec de personnes clés qui, ensemble, ont envie de monter un projet. Et cette recherche de partenariat, de temps en temps, c'est long, c'est dur. Mais dès qu'il y a une relation qui est établie, mais ça peut durer très très long. Hein. Je peux dire que même à l'époque, on a travaillé ensemble, mais dans beaucoup de pays, on avait et on a encore de temps en temps des amis, partenaires, collègues avec qui on a déjà tout fait et on peut encore faire beaucoup de choses. Hein. Et je pense que ça, c'est quelque chose à établir, mais une fois c'est fait, c'est fait. Enfin, ça fonctionne. Même de temps en temps, on a des problèmes, on discute, on se rend dedans. Ça, c'est normal. Et on a des conflits, ça, c'est normal, mais ça évolue. Mais avec la crise Corona, mais ça a beaucoup changé. Parce que déjà, dans nos sociétés, la société civile a de temps en temps vraiment des difficultés à survivre. On ne devient pas riche avec des échanges, c'est pas possible. C'est très 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 cher de faire des échanges. Par contre, nous, on a plus ou moins stable depuis un certain moment, mais dans nos pays de partenaires, mais on avait vraiment des pertes importantes de associations, de gens qui ont dit, mais on peut plus, mais maintenant, il faut trouver une job fixe pour nourrir la famille, enfin, pour manger, enfin, c'est important aussi. L'emploi associatif salarié pour planifier et animer ces échanges interculturels de jeunes, c'est quand même quelque chose qui est assez spécifique à la France et à l'Allemagne. Parce que dans beaucoup de pays comme la Tunisie, la Serbie et l'Algérie, les organisateurs de ces échanges ont souvent d'autres métiers à côté. Et c'est pour ça on a créé, mais ensemble avec l'OFAGE, on a eu cette idée d'avoir 4 personnes clés pour 4 zones prioritaires pour l'OFAGE, qui vont là-bas, qui vont dans les régions, qui vont recréer des partenariats, qui organisent de bourses partenaires pour que le contact se réétablit et aussi, enfin, il y a de nouvelles associations qui ont aussi l'occasion pour rentrer en contact avec des associations en France et en Allemagne. Et pour ajouter, ces partenariats, ils sont toujours basés sur la réciprocité. Donc ça veut dire, c'est pas une fois on fait un échange et puis c'est terminé, puisqu'on va dans chaque pays. Et ça veut dire que forcément, le trajet dure au moins 1 an à 1 an et demi, voire 2 ans, le temps d'organiser, etc. Et pour revenir sur Zeba, moi je me souviens, en fait ce travail il est dur et lourd quand même, ça veut dire qu'on voyage, qu'on a besoin aussi d'avoir non seulement aussi des valeurs partagées, mais aussi il faut savoir vivre ensemble pendant une semaine et être responsable d'un groupe, donc mais ça c'est avec les partenariats en général, hein. Souvent des partenariats ne marchent pas tout simplement parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup, et les partenariats qui marchent, c'est ce que tu disais, les partenariats qui sont nés souvent aussi dans ce que Peuple et Culture avec les partenaires organise chaque année, une coopération où on invite tous les partenaires pour justement une espèce de bourse de partenaires pour qu'ils se rencontrent. Je cherche une personne qui est intéressée dans un voyage sur telle thématique, et c'est comme ça que beaucoup aussi de partenariats sont nés aussi dans ce cadre-là, même qui en dehors de Peuple et Culture, hein, mais qui se sont rencontrés. Et ça chaque année c'est important aussi pour rouler, et si les partenariats ne marchent pas, pour trouver d'autres partenaires. Et ça c'est maintenu chaque année depuis toujours en fait. C'est vrai, depuis que moi je connais Peuple et Culture, c'est un des événements les plus importants de l'année. Ouais.
Il y a quelques semaines, on était à Sarajevo pour fêter justement le 25 ans de travail fort de l'OFAGE et des partenaires dans cette région-là. Et là, à Sarajevo, mais il y avait, je dirais, une quarantaine, peut-être 45 associations de la région de Balkan, plus quelques Allemands, quelques Français. Et il y avait une partie plutôt interactive entre les associations. Et aussi, on a quelques gens, quelques personnes et l'association ont montré un peu comment eux, ils travaillent avec une thématique super difficile, la guerre, comment traiter la guerre. Nous, on a aussi travaillé sur ça à l'époque, hein. Comment traiter la guerre et comment traiter la situation si tu as des gens qui font partie d'un échange interculturel, mais qui ont vécu la guerre il y a 10 ans, quoi, où il y avait des morts dans les familles, tout ça. C'est super difficile. Mais à Sarajevo, les dernières phrases, mais il y avait aussi une partie un peu officielle avec les ambassadeurs qui étaient là, un petit blabla, ce qui est aussi super important pour l'OFAGE et aussi pour quelques associations de pays des Balkans pour être vus aussi, parce que souvent ils sont pas vus. Personne officielle voit aussi le travail de la société civile sur place. Pour revenir aux Balkans aussi, c'est marrant parce qu'ils avaient fait aussi une conférence à Sarajevo il y a exactement, je crois, 10 ans ou un truc comme ça. Mmh. Parce que l'idée, c'était aussi de voir si la France et l'Allemagne ont pu se réconcilier, pourquoi, donc via le travail de jeunesse dans le pays des Balkans, du coup, c'est hyper important parce que les tensions sont extrêmement vives encore là-bas. Et je me souviens, donc je disais au début, mon premier voyage au Kosovo, hein, dans le cadre d'un échange, c'était extrêmement impressionnant parce que moi je savais même pas où était le Kosovo. Enfin, la plupart des gens ne savent pas ce qui s'est passé dans cette région, alors que c'est partie de l'Europe, ou en tout cas c'est en train d'être intégré dans l'Union européenne. Il y a des tensions encore qui sont extrêmement grandes, et qui sait dans l'avenir s'il n'y a pas une guerre qui pourrait réexploser. Et c'est vrai qu'en parlant avec des personnes, je me souviens aussi des échanges où il y avait des Serbes, des Kosovars du côté serbe et du côté albanais, notamment dans la ville de Mitrovica, où il y a vraiment un pont qui sépare les deux communautés. Nous, participants français-allemands, on voyait visuellement comment c'était, et puis c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à l'époque, et via aussi des méthodes interculturelles, mais aussi des méthodes de peuple et culture, hein, de l'entraînement mental. Je sais que ma collègue Alexandre était venue pour discuter de ces sujets extrêmement sensibles, politiques, et où aussi il fallait marcher sur des œufs, parce qu'on savait pas, comme tu disais, il y avait des personnes qui avaient perdu des membres de leur famille. C'était pas un échange scolaire où on va voir un musée ou faire une visite touristique, donc il fallait faire extrêmement attention en tant que animateur, formateur, surtout ne venant pas de ce contexte, de pas provoquer en fait plus de mal avec des bonnes intentions, hein. Et c'est pour ça que les partenaires sur place étaient si importants, parce que c'est eux qui savaient comment était le contexte, et qui savent le mieux en fait comment aborder la chose. Je pense que Sarajevo, je sais pas quels ont été les résultats de cette dernière conférence, mais c'est quelque chose qui est aussi une volonté politique d'aller dans ces régions-là. C'est aussi pour garder la paix en Europe, parce que le conflit peut venir à n'importe quel moment. Et je sais qu'au niveau européen, il y avait le Caucase aussi qui était important. Je sais pas, quelles sont les régions maintenant? Les Balkans sont encore extrêmement difficiles. La Bosnie, c'est pas très longtemps après la guerre que les gens là-bas s'aiment bien, mais tu as encore des écoles où tu as un étage pour le bosniaque et un deuxième étage pour les gens de Serbes. Ils se parlent jamais, quoi. C'est encore super tendu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Ukraine? Depuis 3 ans, la Russie a commencé une guerre, même ça a commencé avant, mais depuis 3 ans, mais c'est super violent en Ukraine. On a travaillé beaucoup avec l'Ukraine, on a des partenaires en Ukraine, et on essaie de garder le contact, et on discute quand même à l'intérieur de la société civile en Allemagne et en France, avec l'OFAGE et quelques partenaires, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pas oublier aussi la société civile, les gens concrète en Ukraine. Mais je sais qu'après la guerre a commencé, mais il y avait des associations qui ont fait des collectes pour ramener des choses et tout ça s'arrêtait un petit peu. Mais voilà, ça c'est une de crises ultra violentes.
Enfin, je voulais faire un voyage d'études à Lviv, par exemple, c'est dans la partie l'ouest, en Ukraine. C'est plus ou moins sûr, enfin, il y a pas vraiment de violence là-bas. Pour montrer aussi, on est là. C'est pas que les femmes et hommes politiques qui vont à Kiev pour faire le check-in, mais aussi c'est la société civile qui prend la responsabilité. Le pays de Caucase, mais là, on a été avec Morgane, on était en Géorgie il y a 10 semaines, quelque chose comme ça, parce que là-bas, il y a aussi la société civile qui veut être en contact avec l'Europe, avec la société civile en Europe, pour donner aussi un espoir aux jeunes, peut-être pour faire des études en Europe et tout ça. Même, enfin, il y avait de premiers accords signés déjà entre l'État de Géorgie et l'Union européenne pour rendre le processus pour rentrer dans l'Union européenne. Et maintenant, il y a un nouvel gouvernement très soutenu par la Russie et depuis, mais il y a tous les soirs, il y a des événements, il y a des manifestations, tous les soirs à Tbilissi, devant le Parlement. Et on va faire prochainement, début septembre, on va faire une formation, si tu veux. La thématique, c'est autour de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi là-bas? Parce que on dit toujours, c'est nous qui avons quelque chose à proposer, nous on sait comment ça fonctionne, nous on a fait la paix avec la France et voilà, regardez ce qu'on nous a fait. Non, mais c'est pas comme ça. Là-bas, c'est aussi le gens avec beaucoup d'expérience, même plus que nous, et on a beaucoup à apprendre. Alors, ça serait de se réunir et de voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre la réalité de vie dans nos pays, quoi. Et je pense au Maghreb, il y a aussi encore des choses à faire, il me semble. Hein, il y a des thématiques à creuser. On va passer à la deuxième partie qui aborde plus justement une interculturalité critique et comment sont interrogés et gérés lors des échanges interculturels les mécanismes de discrimination. Est-ce qu'il y a une évolution de la prise en compte des formes de discrimination lors des échanges? Sur l'évolution, je peux pas dire beaucoup parce que j'étais là pendant 6 ans, mais bon, je me souviens, en tout cas, quand j'ai commencé, en tant que jeune femme, je me suis retrouvée dans une équipe avec Zéba, Jean-Luc et puis après d'autres qui étaient uniquement composés d'hommes d'un certain âge. À l'époque où j'ai travaillé, dans beaucoup d'associations, le travail de l'interculturel s'est beaucoup féminisé. Donc ça, c'est déjà une première constatation que j'ai pu faire. Après, je sais pas, j'imagine que ça s'est pas retourné, parce que c'est, je pense, lié au secteur du social, au secteur de l'éducation, enfin tout ça qui est considéré comme moins important que les technologies, etc. Ou c'était aussi très blanc, enfin tout simplement. On n'a pas directement travaillé là-dessus, mais quand je me souviens, quand on avait des personnes d'autres origines qui étaient dans nos groupes, ça apportait en tout cas quelque chose. Je me souviens qu'on n'y accordait pas à l'époque une attention particulière, parce que peut-être qu'à l'époque on n'en parlait pas des questions de diversité et inclusion. On a commencé quand même à parler du genre et Peuple et Culture a aussi fait tout un travail là-dessus, parce qu'on voyait aussi ces relations entre personnes, même si c'était dominé par des femmes, et il y a quand même toujours des dynamiques, mais aussi entre animateurs et participants. Enfin, il y avait quand même beaucoup de relations quand même de pouvoir. Enfin, on reste des êtres humains, et quand on met des êtres humains dans un groupe, il y a toujours des effets subtils, peut-être pas de discrimination, mais d'exclusion, ou en tout cas de personnes qui prennent beaucoup de place, etc. Et là, c'était vraiment que focalisé sur le genre, mais on n'a pas parlé d'autres types de discrimination. Je sais qu'on a fait un échange sur la question du handicap, qui était jamais aussi vraiment soulevé, et puis on avait, je me souviens, c'était un des échanges, c'était pas OFAGE, c'était Erasmus+, mais les plus intéressants, parce que c'était avec des sourds et des entendants. Et donc, il y avait non seulement le côté interculturel, parce qu'on avait encore 4 pays, hein, il y avait France, Allemagne, Biélorussie, Azerbaïdjan, je crois, je me souviens même pas. Donc du coup, il y avait et le côté interculturel, mais il y avait aussi le côté interculturel dans le sens où il y avait la culture des sourds et il y avait la culture des entendants.
Et c'est là où j'ai eu le plus gros choc, parce qu'en fait, ça se passait aussi à ce niveau-là. Et c'est là où je me suis dit, en fait, faudrait aussi faire plus d'échanges autour de ça aussi. Il s'agit pas que de mettre des genres différents ou des cultures différentes, mais il y a aussi le handicap, l'orientation sexuelle, neurodiversité. Enfin, je cite plein de choses, en fait, et je pense qu'il y a énormément aussi de potentiel là-bas, parce que du coup, ça se retrouve dans tout groupe humain, en fait. Peut-être je veux répondre en deux parties parce que c'est vrai, à l'époque, on a beaucoup dit, on fait des échanges internationaux. Ça veut dire on a un groupe de Français, un groupe des Allemands. Les Français sont tous pareils, les Allemands aussi. Il y a une petite différence et voilà, on travaille là-dessus. Mais depuis très très longtemps. C'est pas l'idée de nos échanges, et c'est bien comme ça aussi. Très souvent, on discute entre formateurs et formatrices au sein de l'OFAGE. On discute aussi sur la thématique de l'interculturalité. Est-ce que c'est encore intéressant ou pas? Est-ce qu'on change? Est-ce que il faut adapter? Mais pour moi, tout ça, c'est très lié à la définition des cultures. Alors, si tu dis culture, c'est nation, il faut changer, c'est normal. Hein. Mais nous, on dit toujours, et on travaille sur ça aussi dans nos formations, on a toujours dit que la culture, ça peut être aussi une définition d'un petit groupe, un sous-groupe. Et c'est pas que une culture en moi, même si c'est une subculture, mais on a plusieurs identités. Ça fait partie de notre identité quand on fait partie de plusieurs groupes, cultures. Notre identité, c'est créé par la différence qu'on a. Et ça, on met en contact avec d'autres et ça crée quelque chose. Hein. Et c'est important qu'il y ait une équipe qui regarde qu'est-ce que ça va se créer. Est-ce que c'est quelque chose basé sur un respect, à l'écoute? Est-ce que c'est quelque chose qui est solidaire ou est-ce que c'est quelque chose qui est dominant et dominé? Est-ce que c'est quelque chose avec un rapport de force, comme tu as dit tout à l'heure? Dans le travail que je fais, ça veut dire la formation, plutôt je travaille sur la formation, mais il y a des gens qui participent, qui sont sensibles déjà à cette notion, à cette problématique, qui sont ouverts de ça. Je n'ai pas très souvent vu il n'y avait pas très souvent vraiment la situation d'agression totale. Ça arrive toujours un petit peu, mais voilà. Et discrimination, mais tu as tout à fait raison, mais il y a encore 10 ans, on n'a pas beaucoup parlé de la discrimination. Enfin, on a parlé, mais c'était pas une thématique principale, mais aujourd'hui, mais nous, on forme aussi nos équipes d'être sensibles déjà à des formes, de types de discrimination qui peut être sur place, qui peut émerger dans une rencontre de jeunes et de voir comment on peut intervenir, comment on peut parler de ça en groupe international, interculturel. Dans la formation de base, à un moment donné, on aborde la question des stéréotypes. Et ça, c'est quelque chose aussi, finalement, ça a été toujours un petit peu, même si c'était pas focalisé sur la lutte contre les discriminations. Donc c'est une méthode où tu mets des associations automatiques par rapport à des groupes de personnes. Et ça, c'est quelque chose de génial. Et quand je me dis, en fait, on a fait ça, moi, ça fait plus de 10 ans, 15 ans que j'apprenais cette méthode, je l'utilise toujours et à chaque fois ça marche pour aborder ces questions de chacun des stéréotypes, et c'est normal, mais l'important c'est d'en être conscient et de pas juger des personnes par rapport à ça ou exclure ou discriminer. Et je pense qu'il y a quand même plus de potentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de méthodes qui pourraient être développées sur cette thématique pour approfondir vraiment, surtout dans une société où les discriminations, elles ont toujours été là, mais là, le racisme, le sexisme, l'homophobie, surtout la xénophobie, la haine des migrants et notamment les personnes musulmanes, c'est quelque chose qui est tellement maintenant importante et du coup je suis assez intéressée. Est-ce que ces thématiques sont maintenant abordées de front plutôt que de côté parce que ça faisait partie de l'interculturel? On fait encore, et c'est une thématique super importante, mais la semaine prochaine, je vais refaire cette méthode, il me semble. Par contre, on a de temps en temps, mais on a de nouveaux aspects ou de nouvelles, aussi de collègues qui viennent avec de propres méthodes, de propres aussi points de vue qui sont différents un peu. Alors nous, on doit s'adapter, c'est bien, on discute, on rediscute encore une fois les choses. Mais je me souviens, pour la thématique de la discrimination, on a travaillé avec Morgane, il y a 3 ans, il me semble,
à Thessalonique. Elle nous a proposé un atelier avec le théâtre de l'opprimé. Et pour montrer aux stagiaires, aux participants, une méthode qui, eux, peuvent aussi peut-être bien animer, mais ils peuvent aussi utiliser dans les rencontres de jeunes en cas de crise, en cas de conflit, avec des thématiques de discrimination. Et c'était super riche. C'était vraiment très, très riche de changer un peu, encore une fois, de dire, tiens, c'est pas toujours de rester assis et de discuter, mais aussi de faire quelque chose de très concret et très créatif. Et je pense que ça aide vraiment dans les situations de conflit d'être un peu out of the box, de voir des choses de l'extérieur pour mieux réagir. Et il y a la charte de l'Europe, il y a tout un chapitre sur tout ce qui est interdit par loi de discrimination. Alors, comme tu as dit, hein, le genre, le handicap, et rien d'écrire ça, de le lire, mais c'est très très riche parce que tu te rends compte, mais merde, on vit dans une société où c'est pas du tout accepté, même si c'est la base. Mais toute l'Union européenne, mais c'est tous les pays ont signé ça, qu'on lutte contre la discrimination, mais c'est pas du tout rien à voir avec la réalité. Je voulais savoir si vous aviez des choses à rajouter sur cette deuxième partie, soit sur la posture que l'animateur ou l'animatrice adapter en tout cas lors des échanges, des rencontres interculturelles, si cette posture-là elle a changé aussi, et sinon sur les apports aussi que peuvent avoir des outils d'éducation populaire et de la pédagogie interculturelle lors des échanges justement. Moi, la question que je me suis toujours posée, là je pose vraiment la question un peu critique, parce que j'y suis plus et que je peux peut-être aussi partager ça, mais comme on a dit, on travaille avec des partenaires qui viennent de pays différents. Et ce qui m'a quand même toujours marqué, c'est qu'il y a quand même pas de réflexion sur la position des associations, hein, comme Peuple et Culture ou comme d'autres, qui sont financées par nos FAGE, hein, nos ministères. Donc il y a un rapport avec l'argent qui de toute façon pose problème parce qu'il y a une question de domination de qui gère l'argent et qui redistribue l'argent. Et je pense que ça, je sais pas s'il y a eu des discussions par rapport à ces thématiques-là, mais enfin après dans mon travail que j'ai fait après Peuple et Culture, il y avait aussi des questions de subventions et des conséquences de l'argent dans les rapports entre partenaires ou entre êtres humains ou entre communautés, et donc du coup moi je me souviens à l'époque, enfin on avait aussi différents honoraires parce que c'était adapté donc au niveau de vie du pays, donc c'est très logique et on comprend, mais en fait il y a eu quand même pas mal de discussions sur mais si on est égalitaire, est-ce qu'on ne devrait pas donner la même part à chaque partenaire? Donc il y avait des questions comme ça qui m'ont toujours en fait posé question. Et je sais pas si, encore une fois, je me retourne vers Zeba en disant est-ce que ça a évolué sur les questions de domination financière, en fait? Non. C'est super difficile, je trouve, parce que on devrait dire que un poste pour être animateur, animatrice pour les rencontres interculturelles, mais ça n'existe pas. C'est pas défini. Enfin, il n'y a pas une formation formelle pour devenir animateur ou animatrice. Déjà, il y a 15 ans, peut-être un peu plus, mais les associations au sein de l'OFAGE ont se mis d'accord pour un compromis minimum par rapport aux compétences qu'un animateur ou une animatrice doit avoir. Et on a travaillé beaucoup là-dessus et encore on travaille là-dessus. Mais bien sûr, mais à la fin, après 3 semaines, après passer beaucoup de temps, d'énergie, de motivation, l'argent, mais on a un certificat, on est animateur, animatrice, mais on n'est pas payé. Et pour nous, c'est plus ou moins facile parce que à Peuple et Culture, et aussi, mon poste est financé à une partie de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ça veut dire il y a une certaine stabilité. Ça nous permet d'être aussi de continuer en situation de crise et tout ça. Mais nos collègues, surtout dans les pays où il n'y a pas de subvention de l'État, comme tu as dit, mais eux, ils rament chaque année, ils savent pas comment payer à manger. Enfin, on a un collègue en Grèce, chez lui, l'hiver, mais il a 16 degrés à l'intérieur parce qu'il peut pas payer le gaz, tu vois. Et ça donne quand même un déséquilibre
très très fort déjà au niveau des finances, mais aussi il y a un déséquilibre super important au niveau des informations et d'un rapport avec aussi le financeur, parce que c'est sûr, nous on a un rapport plus ou moins facile, on peut appeler, on connaît les gens, mais un partenaire, je reviens en Kosovo, ça peut être le Maroc aussi, mais il connaît personne. Alors, il n'a aucune possibilité de faire une demande de subvention. Aussi, lui-même, financer, même si c'est un repas de soir pour toute l'équipe, non, c'est toujours le Français qui vient, qui ouvre, voilà. Et ça, déjà, ça, c'est une déséquilibre. Ça n'a pas du tout changé depuis. C'est terrible. C'est terrible, c'est super terrible. Ouais. Parce que ça maintient, en fait, ces rapports de domination et même au niveau de la symbolique, qui paye à la fin le resto, qui doit avancer l'argent, qui peut faire une demande de subvention, et je pense qu'il est temps de changer ça aussi, de faire confiance aux partenaires. Je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir sur cette thématique. Ou va faire des formations pour ça, ou... Et ça, c'est au niveau des partenariats, mais pour moi, vraiment, la chose essentielle, c'est de la reconnaissance d'être animateur, animatrice des échanges interculturels, et d'être aussi rémunéré, mais comme il faut. Mais nous, de temps en temps, pour une semaine de travail, et une semaine de travail, c'est quoi? C'est toute la préparation. C'est 24 heures sur 24 sur place, avec beaucoup de compétences linguistiques, pédagogiques, comment gérer des crises, de conflits, tout ça. Mais à la fin, on paye quoi? 700 €? C'est pas juste, ça. Oui, c'est pas juste, c'est pas normal. Et aussi, enfin, moi, je pense que les associations financières, pour eux, c'est pas important de payer plus parce qu'ils savent qu'il y a une nouvelle génération qui va le faire, mais c'est super frustrant, hein, pour les acteurs. Et je pense qu'à l'origine, mais ça c'est aussi en France, c'est que même l'animation, même en dehors donc de l'animation interculturelle, c'était d'abord basé sur le bénévolat, et puis on faisait ça pour animer des colos, enfin je l'ai fait aussi, ou pour pas d'argent du tout. Et je pense que c'est un peu dans cette veine-là, mais on a changé de société où, comme tu dis, il faut certaines compétences, ça demande de l'énergie, mais ça demande une telle implication pour des jeunes en plus qui commencent, qui mettent tout leur talent et énergie là-dedans, et qui du coup aussi, pour tout le secteur, c'est très déstabilisant parce qu'ils repartent. Moi j'en suis une aussi, enfin je suis partie au bout d'un moment parce que bon, je voulais faire autre chose, mais aussi parce que c'était lourd aussi, et je pense que pour beaucoup de gens ça maintient en fait le secteur dans une position de fragilité, et je pense que ça a une implication politique, c'est que il faut plus de financement pour les associations et la reconnaissance de ce statut. Et ça n'a pas changé, et c'est ça qui m'inquiète, où je me dis, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé en 10 ans, alors que la société change, et on en a encore plus besoin. Et je voulais savoir, est-ce qu'il existe une structure qui protège les animateurs et animatrices justement de ces échanges, ou qui leur permet d'être en réseau? Oui, maintenant il y a une association des animateurs, animatrices et de trainers qui justement voulaient se récupérer pour être reconnus aussi par les associations financières. Et ils sont vus, mais tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils demandent est pas du tout accepté. C'est un peu triste. Tout ça, c'est le côté triste de notre travail. Enfin, il y a de sens. Notre travail fait beaucoup de sens. Il y a beaucoup de changements de participants. Il y a beaucoup de moments, de clés pour changer une vie. Chaque fois, on voit ça. Dernièrement, on a fait une enquête aussi par rapport le participant des pays des Balkans qui ont suivi notre formation de base avec les Balkans, qu'on a fait aussi à l'époque. Mais on a fait ça en total, je pense, 17 ans. Et notre partenaire serbe a fait justement une enquête. Et presque tout le monde a répondu. Et presque tout le monde a dit, mais là, on a appris des choses qui nous servent encore aujourd'hui et qui ont changé notre vie. Et ça, c'est très fort aussi, si tu regardes bien. Ça veut dire que notre travail a du sens, même si c'est dur de temps en temps, et même il faut travailler dur, mais quand même, ça peut créer quelque chose de magnifique. Et aussi les relations des gens entre eux. Normalement, les gens ont des contacts aussi après le stage pendant des années. Ils se rendent visite et tout. Ça existe super souvent.
parmi les partenaires, parmi les personnes qui organisent du coup, comment s'outiller en interne par rapport à ces rapports de domination entre partenaires. Je pense qu'il y a le côté humain, hein, et ça c'est quelque chose, tu peux avoir tous les outils du monde, je pense que le rapport entre, la relation entre les partenaires qui ont les mêmes valeurs, qui sont dans le même bateau, qui rencontrent les mêmes problèmes dont on a parlé avant, en fait il y a quand même quelque chose qui est très fort humainement, et je pense que ça c'est quelque chose qui est partagé au niveau des valeurs de solidarité, d'engagement, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration, enfin pour toi Zeba et pour toutes les personnes qui travaillent pour un long moment dans dans ce secteur, c'est qu'il y a quand même un côté activiste, je sais qu'on n'utilise pas ce mot en France, mais en tout cas militant, qui est très très présent. Sinon on pourrait pas faire ce métier-là, et aussi comme tu dis, les participants, enfin on en ressort toujours transformé. Et ça c'est quelque chose qui, en tout cas moi, qui personnellement aussi le retraduit dans d'autres manières dans le travail que j'ai fait après, mais tout ce que j'ai appris dans ces années au niveau de la facilitation, au niveau de la gestion de groupe, au niveau de la curiosité, l'ouverture, etc., je pense que c'est quelque chose qui marque à vie. Ouais, moi j'en suis très reconnaissante que Peuple et Culture et mes collègues avec qui j'ai travaillé, je peux pas tous les nommer, mais qui ont aussi apporté ce truc-là, et ultra précieux. Et je pense qu'on pourrait aussi être un peu mieux dans comment aussi comment on peut mieux aussi promouvoir ce truc-là, mais comme c'est très sensible et très humain, c'est difficile aussi à décrire ou à faire une pub dessus, etc. C'est quelque chose qui est très très fort humainement. J'avais déjà commencé à aborder un peu la diversité au sein des organisations, sur le profil des personnes aussi, par exemple, qui avaient, et on s'interrogeait aussi là-dessus par rapport aussi à leur statut dans les organisations en tant que bénévoles, en tant que salariés, s'il y avait un mélange, un peu comment ça se manifestait en termes de diversité. Je pense que c'est super varié. Par exemple, nous, on est 2 personnes qui sont payées, mais toutes les rencontres des jeunes sont animées par les gens qui ont un contrat au court terme pendant l'action, hein. Ils sont en rapport à nous. C'est très souvent les gens que nous, on a formés. Nous, je dis pas moi, mais aussi les collègues qui font un peu le même travail que nous, on a fait ensemble il y a quelques années. Aussi, enfin, ça explique parce que nous, on a de séminaires ou de rencontres de jeunes qui sont organisés ou réfléchis par la structure. Par exemple, on fait chaque année un chantier avec une telle association et on cherche un animateur, animatrice et quelqu'un pour l'animation linguistique et peut-être quelqu'un pour la logistique. Et là, on cherche des gens qui viennent que pour cet événement. Mais aussi, par exemple, on a de participants de la formation de base qui se rencontraient de 3 pays, qui dit après, mais nous on a envie ensemble de faire une session de théâtre autour de la thématique de l'histoire. Et ça, par exemple, c'est une rencontre de jeunes qui existe depuis 3 ans là, au sein de notre association. Ça veut dire que nous, on donne plutôt un support logistique, mais tout ce qui est élaboré d'un programme, rester en contact avec les partenaires et même chercher des participants de temps en temps. Enfin, ça, c'est une collaboration. Mais c'est eux qui sont au centre de rencontres de jeunes. Par contre, on ne travaille pas avec les bénévoles, dans le sens allemand de bénévoles. Les bénévoles en Allemagne ne sont pas payés. Et nous, on dit toujours, mais il faut au moins payer un petit peu, même si c'est pas beaucoup, mais de faire tout ce boulot gratuit, c'est pas possible. Mais ça, c'est nous. Hein. Oui. Je veux dire, déjà, on a d'autres partenaires en Allemagne qui fonctionnent pas du tout comme ça, de tout petites structures. Nous, on est petits, on fait beaucoup des actions, mais on est une toute petite structure. On a aussi de grandes structures qui existent dans toute l'Allemagne. On a des associations qui sont régionales. On a des écoles qui font des échanges. Tout est super différent. Alors, c'est difficile de dire que ça fonctionne comme ça. Je peux pas rajouter grand chose là-dessus, je pense que c'est resté la même chose, hein. Et je pense que de toute façon aussi le bénévolat, mais là je me demande aussi comment c'est en ce moment. Je sais qu'il y a toute une génération, en tout cas de nouvelles générations qui vont plus faire du bénévolat, c'est plus du tout dans l'esprit
Soit c'est des très vieux qui sont à la retraite, mais les gens, comme tu dis, sont plutôt occupés de trouver un boulot, payer le loyer, etc. Donc tu vas pas faire en plus un petit échange comme ça juste pour... Et je pense que ça aussi, il faut suivre aussi ces tendances de la société. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, hein, si c'est lié au capitalisme ou à l'évolution de l'économie, etc. Mais en tout cas, enfin, c'est la réalité. Et puis moi, je pense que, sincèrement, il faut rémunérer un travail qui demande autant, je le répète, de compétences et d'investissement. Sinon, ça marche pas. Et puis on avait fait les Grundvik aussi, c'était l'éducation des adultes, où c'était des bénévoles de Peuple et Culture et d'autres associations. C'était un programme européen où c'était sur des pratiques professionnelles de l'éducation populaire. Et là, il y avait vraiment une variété de personnes bénévoles en général qui y participaient. Et ça donnait une toute autre dynamique aussi. Je sais pas si vous en faites encore, mais c'était... Ça n'existe plus. Ah, ça existe plus ? Ah non. Non. Aujourd'hui, les programmes européens sont très concentrés sur les démultiplicateurs pédagogiques, ça veut dire les gens qui travaillent dans la pédagogie, mais pas les gens qui sont intéressés, qui veulent apprendre quelque chose dans un autre pays. Ouais. C'est un scandale, grand scandale, je trouve aussi. Je suis d'accord. Et tu as le programme culturel que je connais pas beaucoup, mais tout ce que nous on a fait à l'époque, mais il y avait un changement d'idées et un changement aussi de public, et tout ce qu'on a fait, les gens, monsieur, madame, tout le monde qui vraiment voulait qui voulait participer a aussi une expérience européenne, mais ça c'est pas facile de le refaire. C'était désintéressé. Je pense que c'est plus aussi dans notre époque. Maintenant, il faut que tout soit efficace, il faut qu'on ait des compétences, il faut que ça serve à l'économie, il faut que... Et ça, c'était aussi à l'origine les échanges interculturels. Il n'y avait pas un côté intéressé ou mercantile. C'était vraiment de la pure découverte. On a envie de découvrir quelque chose, donc on voyage. Ce qui, en fait, a aussi un peu perdu de vue quand... Enfin, j'imagine qu'ils ont changé ces programmes parce qu'ils veulent qu'on produise quand même des professionnels qui s'occupent des jeunes, etc. Des Donc, ça s'appelle comme ça. Quelle horreur. Quel nom bizarre. Pour conclure, à l'occasion des 80 ans de Peuple et Culture, quels sont selon vous les enjeux pour l'avenir ? Je sais qu'on fait cette podcast aussi pour les 80 ans de Peuple et Culture. Et pour moi, comme quelqu'un d'extérieur, c'est encore une association super importante aussi pour toute ma carrière professionnelle, aussi pour mais tout ce que j'ai appris. Très souvent, c'est ensemble avec Peuple et Culture. Pas toujours, mais souvent quand même. Je vois l'importance, on a un peu abordé ça avant déjà, mais l'importance de l'interculturalité, des échanges, de voyages, de la confrontation avec d'autres pays, d'autres gens, d'autres cultures en pluriel, d'autres, je trouve que c'est super important. Alors, je peux pour moi-même pas imaginer de rester 3 mois à la maison sans voyager. Pour moi, c'est important, ou c'est un souhait que, aussi au sein de Peuple et Culture, ça reste un des piliers importants pour donner cette opportunité aux participants et aussi aux gens qui travaillent. Ouais, pour rebondir, les 80 ans de Peuple et Culture, ça me fait penser au manifeste. Alors, je l'ai pas là sous les yeux, je sais pas si... mais je pense que la place de l'interculturel, ou en tout cas même du voyage, j'ai envie de réutiliser le mot du voyage qui a été vu comme quelque chose de dilettant ou je sais pas, un truc touristique, etc. Alors que dans les fondateurs en fait de Peuple et Culture, cette idée était extrêmement importante, et je pense que 80 ans en faisant des échanges interculturels, et que ce soit toujours en fait quelque chose qui est important, et que en fait c'est aussi au cœur de l'éducation populaire, et que c'est quelque chose que j'espère qui continuera dans un monde où c'est extrêmement important de pouvoir voir l'autre avec curiosité et avec tolérance et avec empathie et avec compréhension. Et je pense que ça, c'est vraiment les valeurs qu'on porte avec les partenaires. Et du coup, ça me fait plaisir de voir Zeba, parce que j'en deviens émotionnelle, parce que ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu justement, et on a vécu plein de choses.
Et là, je vois une affiche, là, on est dans l'Union Peuple et Culture, d'un échange qu'on avait fait en Arménie, et je me dis, oh, c'est resté affiché là sur la porte. Et ça me remet, en fait, dans ces situations où je me dis, oh, on a fait tellement de belles rencontres, on a appris tellement de choses, et que j'espère qu'on a pu atteindre beaucoup de personnes avec ces souvenirs-là. Et la toute dernière question, c'est est-ce que juste vous avez des choses que vous voulez partager en termes de ressources, des choses que vous avez lues ou que vous avez entendues sur ça? Là, j'ai fait récemment un voyage au Japon. Alors, en termes interculturels, ça a été vraiment quelque chose de complètement bouleversant. Et donc, du coup, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Chroniques japonaises de Nicolas Bouvier. Et Nicolas Bouvier, c'est un journaliste suisse. Bon, c'est un mâle cis blanc hétéro. Je me suis dit, merde, il va falloir peut-être que je rassure un peu, mais en tout cas, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. À l'époque où j'ai commencé à travailler pour Peuple et Culture, je lisais son livre le plus connu qui s'appelle L'usage du monde. Et c'est en fait un voyage comme je le vois. En fait, c'est un voyageur avec une petite Fiat. Il va avec son ami peintre de Italie, il traverse tous les Balkans, il va en Iran, Afghanistan, etc. jusque, j'imagine, au Japon. Bon, ça arrive pas dans ce livre, mais en fait, tu suis ce voyage-là, et en fait, c'est avec tellement d'humilité et pas du tout biaisé. En plus, c'est dans les années 50, donc tu dis, oh mon Dieu, ça doit être quelque chose un peu avec plein de stéréotypes ou raciste ou néocolonial, et en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui avait cette ouverture d'esprit et du monde, un peu comme Maspero aussi, qui est lié aussi à Peuple et Culture, mais vraiment, c'est ces personnes-là qui voient le voyage de la manière où je le vois, et où on l'a vu aussi dans les échanges interculturels. Donc, voir l'autre sans et s'imprégner et de manière modeste expérimenter le monde. Merci encore à Zeba et Nina pour leur participation à cet épisode portant sur l'interculturalité, ainsi que les questions de diversité et d'inclusion. Et vous, chers auditeurs, je vous dis au revoir puisque c'était le dernier épisode de Génération Liée.